On peut commencer, Henri, à 32. Je sais pas quelle heure il est. Ouais, pas, c'est Ouais. bon. Il est 32. Ok, On y va? on y va. Très bien. Bah, écoutez, bonjour donc à toutes et tous. Je remercie le professeur Houldamer qui m'a proposé donc pour cette journée de cours du DESC de présenter la prise en charge des adénocarcinomes in situ du col utérin. Donc voilà, n'hésitez pas à intervenir pendant cette présentation si vous le souhaitez ou si vous avez des questions. Donc moi, je m'appelle Henri Ezaïs et je travaille dans le service de chirurgie gynécologique à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Alors, quelques généralités sur l'adénocarcinome in situ du col utérin. Donc, c'est une lésion non invasive du col utérin qui se développe aux dépens de la muqueuse glandulaire. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers des notions un petit peu de colposcopie ou de pathologie cervico-vaginale, écoutez, sur ce schéma ici de l'Institut national du cancer, je rappelle que au niveau du col utérin, il y a ce qu'on appelle la zone de jonction, qui est en fait la frontière entre la muqueuse malpighienne, qui est la muqueuse du vagin, et de l'exocole. Et au niveau de cette zone de jonction, cette muqueuse va changer pour devenir un épithélium de type glandulaire. C'est la muqueuse de l'endocole qu'on va retrouver le long du canal endocervical. Donc, ces adénocarcinomes in situ du col utérin, ils se développent plutôt aux dépens de cette muqueuse endocervicale, ce qui va impliquer un certain nombre de particularités pour leur prise en charge, et elles sont liées au même titre que les lésions malpighiennes à une infection persistante par le papillomavirus humain, donc l'HPV, et notamment l'HPV 18 qui est impliqué dans à peu près 60% des cas de développement de ces adénocarcinomes in situ. Donc, l'importance du traitement de ces lésions, c'est bien sûr d'éviter l'évolution vers l'adénocarcinome invasif. Je rappelle que l'adénocarcinome du col utérin représente environ 15 à 20% des carcinomes du col utérin, avec les 80 autres pourcents qui sont, eux, composés des carcinomes épidermoïdes, qui est la forme histologique la plus fréquente. Alors, une des particularités de ces adénocarcinomes in situ, c'est que ce sont des pathologies qui concernent les femmes jeunes, avec la plupart des cas qui surviennent entre 32 et 40 ans, et dans 70% des cas avant 35 ans, avec un âge moyen dans une méta-analyse qui a été publiée dans l'American Journal en 2009, qui s'intéressait à 1278 femmes. Il y avait un âge moyen dans cette méta-analyse qui était de 37 ans. Donc, tout ça pour indiquer que c'est une pathologie de la femme jeune, ce qui est très important puisque avec le recul de l'âge moyen du premier enfant, elle concerne fréquemment des patientes qui n'ont pas été enceintes ou alors qui n'ont pas finalisé leur projet familial. Et donc, au moment de la prise en charge de ces patientes, il va y avoir une information à délivrer particulièrement importante sur le plan de l'impact des traitements, sur la fertilité et sur le pronostic obstétrical, et on y reviendra quand on parlera des gestes à entreprendre pour le traitement de ces lésions. Alors, si on parle du diagnostic, donc le diagnostic, il est porté dans le cadre notamment à partir du frottis cervico-utérin. Pourtant, ce frottis cervico-utérin, il a une faible sensibilité pour le dépistage des adénocarcinomes in situ. Donc, comme je vous l'avais dit, cette lésion, elle se développe aux dépens de l'épithélium glandulaire, en général proche de la jonction, mais avec une localisation peut également être plus haute dans l'endocole, en moyenne jusqu'à une hauteur de 10 à 15 mm, rarement au-delà de 25 mm. Ça a également des implications pour la hauteur de l'exérèse qu'on recommandera. Les atteintes hautes et isolées dans l'endocole sont rares, donc c'est rare de découvrir une lésion qui ne serait pas par ailleurs présente un petit peu plus bas et accessible à un diagnostic colposcopique, notamment au niveau de la zone de jonction. Ce qui est très important, c'est que l'association à des lésions de néoplasie intraépithéliale de haut grade est fréquente. Dans 30 à 55% des cas, il y a une association avec des lésions malpighiennes de haut grade. Donc, il y a souvent une coexistence de ces lésions malpighiennes et de ces lésions glandulaires. Et vous verrez que c'est bien souvent une conisation qui a été réalisée en raison de l'indication sur la biopsie d'une lésion intraépithéliale de haut grade qu'on va découvrir sur la pièce de conisation aussi un adénocarcinome in situ. Alors, sur cette diapositive, on
on a rapporté voilà, la fréquence des cytologies initiales, donc des frottis réalisés au préalable du diagnostic d'un adénocarcinome in situ. C'était pour montrer que finalement, il y avait la cytologie initiale n'était pas très performante pour faire le diagnostic spécifique de cette lésion. Il y a quand même néanmoins voilà, une proportion relativement importante de frottis qui mettent en évidence une atypie glandulaire. Alors, dans 37% des cas, si on fait la somme de ces différentes publications, on va avoir des atypies malpighiennes dans 24% des cas, mixtes dans 20% des cas, et attention, parce qu'on peut également avoir des frottis négatifs, même en présence d'un adénocarcinome in situ identifié par la suite sur une biopsie. Si on s'intéresse au diagnostic colposcopique, c'est un diagnostic qui est difficile. Donc, on va retrouver essentiellement une acidophilie polypoïde avec des papilles qui peuvent être fusionnées au niveau de la muqueuse glandulaire, des vaisseaux anormaux en calibre et en distribution. Donc, tout ça au sein de l'épithélium glandulaire et comme je vous le disais, avec l'association à des anomalies malpighiennes. Et attention, la colposcopie peut également être normale, donc il faut être vigilant, notamment en cas de frottis évocateur d'anomalies glandulaires. Voilà, ne pas hésiter à faire des biopsies, ça c'est un des messages importants, parce qu'on peut être faussement rassuré par un aspect normal. Pas hésiter également, bien sûr, en cas de frottis, notamment évocateur de lésions glandulaires, à aller faire un curetage de l'endocole pour aller chercher une lésion un petit peu plus haute dans le canal endocervical. Donc là, sur ces deux images de colposcopie, notamment à droite après application d'acide acétique, eh bien, vous voyez ici sur le rayon de 1 heure, 2 heures, une large plage acidophile et la biopsie de cette lésion était en faveur plutôt d'une lésion malpighienne intraépithéliale de haut grade. Et par contre, vous avez une autre lésion située ici sur la muqueuse glandulaire, puisque en fait, on voit ici la zone de jonction qui délimite l'épithélium glandulaire et l'épithélium malpighien. Et donc, au sein de la muqueuse glandulaire, on a ici une zone également acidophile. Et donc, le diagnostic sur la biopsie qui a été réalisée à cet endroit, c'était de l'adénocarcinome in situ, donc à nouveau la coexistence des deux types de lésions. Donc, les biopsies initiales, suite à la réalisation d'une conisation sur laquelle serait porté le diagnostic d'adénocarcinome in situ, eh bien, vous voyez également sur ces publications qu'on a des biopsies qui vont être négatives quand même dans à peu près 26% des cas, et ensuite une répartition avec un aspect de lésion malpighienne intraépithéliale voilà, dans 22% des cas, et finalement l'AIS, c'est qu'une petite partie des biopsies préalables à une conisation qui permet de faire le diagnostic d'adénocarcinome in situ. Donc assez souvent, en fait, le diagnostic il sera fait sur une pièce de conisation faite pour l'exérèse d'une lésion intraépithéliale de haut grade. L'aspect d'adénocarcinome également, voilà, ça peut prendre cet aspect-là. Alors, un des messages importants pour la prise en charge de ces lésions, c'est qu'à la différence des lésions malpighiennes, les lésions d'adénocarcinome in situ ont la propriété d'être multifocales, avec fréquemment des lésions qui sont multiples, avec la particularité de pouvoir exister des intervalles d'épithélium sain entre deux foyers d'AIS, avec des marges voilà, c'est pour cette raison qu'en fait, au moment de réaliser l'exérèse chirurgicale, on va recommander d'avoir des marges, notamment des marges endocervicales insano, avec un objectif d'avoir 3 à 10 mm de marge saine. Pourquoi? Parce que justement, c'est pour réduire la probabilité qu'on soit en marge saine sur une lésion, mais qu'on puisse passer à côté voilà, d'une lésion avec un intervalle d'épithélium sain qui soit encore au-dessus, un petit peu plus haut dans le canal endocervical. Donc, pour réduire au maximum ce risque de passer à côté d'un foyer d'adénocarcinome in situ, eh bien, on recommande d'avoir d'abord une conisation haute, donc je vais vous parler ensuite de la technique de conisation cylindrique, mais également un objectif de marge saine, notamment au niveau endocervical, de 3 à 10 mm. Et donc, le traitement de ces lésions d'adénocarcinome in situ, c'est la conisation cylindrique ou cylindrictomie, qui consiste à aller faire une conisation, mais plus haute que les conisations qu'on recommande classiquement pour l'exérèse d'une lésion intraépithéliale de haut grade, avec donc un cône qui va remonter dans l'endocole, et on discutera de la hauteur du cône après.
Et il faut également réaliser un curetage endocervical après la réalisation de la conisation cylindrique afin également d'aller vérifier qu'on n'a pas au-dessus du cône laissé un petit peu, laissé des lésions d'adénocarcinome in situ. J'ai mis ici le site de Gynéco Online sur lequel nous avions publié des vidéos de procédure. Il y en a une que j'avais mis, que vous pourrez retrouver sur le site, que je vais vous montrer dans la suite de la présentation. Il y a également une vidéo d'intervention du professeur Carcopino. Alors, j'ai repris ici, j'ai fait un petit arbre décisionnel pour voilà, la prise en charge de ces lésions. Donc, quand on a voilà, réalisé une conisation, alors si on sait au préalable qu'il y a un diagnostic d'adénocarcinome in situ, eh bien, il faut bien sûr d'emblée réaliser la conisation cylindrique. Il peut arriver qu'on ait fait une conisation simple pour le traitement d'une anomalie malpighienne et qu'on découvre de manière fortuite de l'AIS. Alors, si on a une exérèse insano et un curetage endocervical négatif, c'est-à-dire qu'on estime que voilà, l'exérèse de la lésion a été faite de manière satisfaisante, eh bien, si c'est oui, on va se poser la question de savoir si la patiente elle a un désir de grossesse. Donc, si la patiente a un désir de grossesse, on peut lui proposer un traitement conservateur et donc on va entreprendre une surveillance et je reviendrai un petit peu plus tard sur les modalités de cette surveillance. À noter que, compte tenu de la fréquence de lésions résiduelles après exérèse cylindrique et compte tenu du risque de récidive, eh bien, on recommande, une fois que la patiente a accompli son projet parental, de réaliser une hystérectomie et ça, c'est toujours vrai. D'accord ? Ensuite, si cette patiente elle n'a pas de désir de grossesse, eh bien, après avoir réalisé l'exérèse insano de la lésion d'adénocarcinome in situ, si elle n'a pas de désir de grossesse, eh bien, on lui proposera une hystérectomie en complément. Si vous avez fait voilà, une exérèse qui n'est pas insano ou si jamais il y a toujours des lésions sur le curetage endocervical, donc là on arrive dans cette case-là, eh bien, il faut reprendre la patiente pour faire une deuxième conisation et un nouveau curetage endocervical. Si cette deuxième conisation et ce curetage endocervical sont insano, eh bien, on va pouvoir revenir à l'étape précédente, se poser la question de savoir si la patiente a un désir de grossesse. Eh bien, si c'est le cas, on fait une surveillance avec hystérectomie après accomplissement du projet parental. Si ce n'est pas le cas, on fera l'hystérectomie à ce moment-là. Si au bout de deux conisations si au bout de deux conisations, on n'a toujours pas une exérèse insano ou si le curetage endocervical montre la persistance de lésion, alors là, il faut voilà, présenter ce dossier en RCP spécialisé pour voir un petit peu quelle peut être la conduite à tenir. J'insiste sur l'importance de faire une deuxième conisation si la lésion, si la première exérèse n'est pas insano. C'est très très important parce qu'en l'absence de désir de grossesse, compte tenu du fait que la sanction finale pour la prise en charge de ces lésions, c'est l'hystérectomie, on pourrait naturellement se dire cette patiente n'a pas de désir de grossesse, je ne suis pas une sano, donc pourquoi réintervenir, refaire une anesthésie pour faire une deuxième conisation, autant aller directement à l'hystérectomie. Donc je rappelle que c'est très très important d'avoir une exérèse insano et une exérèse complète de ces lésions avant de réaliser une hystérectomie. Pourquoi ? Parce que même en réalisant éventuellement une IRM pelvienne au préalable, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de lésions invasives qui coexistent avec les lésions d'AIS, notamment au niveau de l'endocole, puisque ce sont des lésions qui ont un développement endocervical. Donc, on peut méconnaître un foyer d'adénocarcinome invasif au niveau de l'endocole si on n'a pas fait une conisation insano. Et le problème de faire l'hystérectomie dans ce contexte, si on méconnaissait cette lésion et si on découvrait finalement une lésion de carcinome ou une lésion de carcinome invasif ou de cancer micro-invasif sur la pièce d'hystérectomie, c'est qu'on prendrait le risque de la sous-traiter avec notamment en cas de micro-invasif avec embole ou en cas de lésion à partir de 1 à 2, la nécessité de faire des ganglions sentinelles. Donc là, l'hystérectomie, c'est une intervention qu'on réalise après exérèse insano de ces lésions, même si elles doivent nécessiter une reprise chirurgicale pour une deuxième conisation après une première qui serait incomplète. Voilà, j'espère que cette notion, elle est claire parce qu'elle est importante. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez.
Alors, comment je fais une conisation cylindrique? Donc là, on rentre un petit peu dans le détail. Je vais reprendre un certain nombre de, voilà, des informations que je vous avais données. Donc, si on reprend d'abord les indications à ce traitement chirurgical, donc qui ont été reprécisées en décembre 2016 dans ce référentiel de l'INCA, eh bien, les indications de conisation cylindrique, c'est l'adénocarcinome in situ histologiquement confirmé, associé dans ce cas à un curetage endocervical. Donc ça, c'est le propos que je vous ai tenu précédemment. Et il faut également faire une conisation cylindrique si on est face au diagnostic d'une lésion histologique malpighienne intraépithéliale de haut grade, si la colposcopie n'est pas satisfaisante, c'est-à-dire si la zone de jonction n'est pas vue. Si la zone de jonction elle est endocervicale, qu'elle n'est pas visible à la colposcopie, eh bien, il faut également aller faire une conisation cylindrique pour aller chercher cette jonction. Comme je vous le disais, ça conditionne la prise en charge de la patiente, puisque l'objectif, c'est d'avoir des marges saines. Si jamais, comme je vous le disais, la marge saine n'est pas obtenue lors de la première intervention ou si le curetage est positif, il faut refaire une nouvelle exérèse cylindrique. Et dans cette indication, l'ECAD, c'est-à-dire l'électroconisation à lance diathermique, elle est a priori non adaptée. Pourquoi? Parce que en fait, l'ECAD, qui est la conisation à l'anse, ne permet pas d'avoir de manière précise une incision qui se fasse dans l'axe du canal endocervical. Or, l'objectif, c'est de remonter le long du canal endocervical jusqu'à une profondeur suffisante pour obtenir le projet pour obtenir l'objectif, je veux dire, de marge saine. Donc, ce n'est pas a priori l'anse qu'on va utiliser pour ce type d'intervention. C'était plausible, mais qui était fausse. Genre, j'ai vomi. Ouais, merci de couper vos micros. Je vois qu'il y a peut-être une question. Voilà, coupez vos micros. Alors, quelle taille de cône? Donc, la taille du cône, c'est un compromis entre sécurité et conséquences obstétricales. Donc, d'une manière générale, les conisations, vous savez que le risque principal pour des femmes qui souhaitent être enceintes après la conisation, c'est la conséquence obstétricale. Et donc, il faut informer les patientes du risque augmenté de fausses couches tardives, d'accouchement prématuré et de risque de sténose cervicale. Alors, le risque de sténose cervicale, moi, dans mon expérience, j'en ai jamais eu. Je pense que c'est vraiment assez exceptionnel. Par contre, le risque de fausse couche tardive ou d'accouchement prématuré, le taux global d'accouchement prématuré, c'est de l'ordre de 7%. Il faut bien expliquer aux femmes que quand on fait une conisation, ça ne veut pas dire qu'elles vont forcément avoir un accouchement prématuré, mais on augmente ce risque. Et on peut l'augmenter. Il a été montré que ce risque, il augmentait à partir d'une hauteur de cône de plus de 10 mm de hauteur endocervicale. Donc, en principe, pour un cône de moins de 10 mm, on a peu ou pas d'impact démontré sur le risque de fausse couche, de fausse couche tardive ou d'accouchement prématuré. Donc là, dans le cadre d'une conisation cylindrique, on va faire des exérèses qui sont un petit peu plus hautes. Alors, le risque d'accouchement prématuré, il n'a pas été évalué spécifiquement pour les conisations cylindriques. Il a été étudié pour les conisations en général, mais c'est vrai que compte tenu du fait qu'on va retirer un volume un petit peu plus important et une hauteur de cône plus importante que celle qu'on va, que le volume qu'on va retirer lors d'une conisation classique, c'est important de préciser ces notions aux patientes. Donc, je vous disais qu'il pouvait y avoir des lésions séparées par des zones de muqueuse normale de 2 mm, donc il ne faut pas méconnaître des lésions multifocales. Et donc, on sait que si on a un cône de 25 mm de hauteur, eh bien, on aura moins de berges atteintes, mais comme je vous le disais, plus de sténose cervicale, plus de complications obstétricales. Donc, il faut trouver le juste compromis entre avoir une exérèse qui soit utile et qui permette de retirer toutes les lésions et diminuer le risque de conséquences obstétricales. Alors, on a, nous, en France, ça reste 20-25 mm la recommandation. Il y a dans les recommandations italiennes qui datent de 2019, je trouve une nuance qui est intéressante, qui est que quand la zone de transformation est visible, eh bien, on peut se contenter d'une exérèse de 10 à 15 mm. Je pense que c'est une notion qu'on peut avoir en particulier pour les femmes jeunes. Si on a le sentiment de voir la lésion et de bien voir la zone de jonction, peut-être qu'une exérèse à 15 mm plutôt qu'à 10 peut être suffisante, avec bien sûr un curetage de l'endocolle en plus. Si la colposcopie est non satisfaisante, c'est-à-dire si on ne voit pas la zone de jonction, eh bien, il faut avoir une conisation plus haute de 20 à 25 mm de hauteur dans l'endocolle.
Alors, la technique, donc c'est comme une conisation classique. Hein. Les patientes, c'est une intervention qu'on peut faire en ambulatoire, sous anesthésie générale. On fait une antisepsie voilà, au daquin pour pouvoir réaliser une colposcopie, puisque c'est un geste qu'on va faire sous contrôle colposcopique. Un spéculum aspiratif connecté à un filtre à fumée pour la prévention de l'exposition aux fumées, et puis on va faire une colposcopie. Donc c'est quelque chose qu'il faut réaliser sous contrôle colposcopique avec, dans un premier temps, ça va permettre de préciser les contours de l'incision exocervicale pour emporter voilà, toute la zone iodo négative et toutes les lésions suspectes. Ensuite, alors ça, c'est la technique que j'utilise. On met en place 2 filtracteurs, un sur la berge antérieure, un sur la berge postérieure, et je vous montrerai après un film qui vous permettra, qui permettra d'illustrer cette technique. Et ensuite, on fait une incision circonférentielle en dehors des fils pour pouvoir tracter sur les fils avec un bistouri électrique, idéalement même avec une pointe fine, là, comme vous voyez sur l'image, sur la diapositive, pour être encore plus précis. Et puis donc, on va en section tracter sur les fils, ce qui va permettre de faire monter la pièce et de réaliser la conisation. Donc, on fait l'incision circonférentielle du massif cervical, parallèle à l'axe du canal endocervical, et ensuite, quand la pièce est tombée, on l'envoie orientée en anatomopatologie, avant de faire l'hémostase élective à la boule monopolaire, toujours sous contrôle colposcopique, ce qui permet d'avoir une hémostase plus fine, plus précise, et de diminuer un petit peu le risque, notamment de sténose ultérieure. Et puis, bien sûr, à la fin, on n'oublie pas de faire le curetage de l'endocole pour vérifier qu'on n'a pas laissé de lésion au-dessus de l'exérèse. Alors voilà, je vous montre donc cette vidéo. Ça va permettre d'illustrer un petit peu ça. Donc là, vous voyez une technique que vous pouvez utiliser pour être plus à l'aise, c'est de mettre un gant qu'on ouvre entre les parois du spéculum, ce qui permet d'écarter les parois vaginales latérales. Donc là, on place un fil sur le rayon de midi. Voilà, ensuite un fil sur le rayon de 6 heures. Donc moi, en général, je coupe celui sur 6 heures, comme ça je retiens que j'ai 2 fils à midi et un fil à 6 heures. Et donc là, c'est pour vous montrer, alors là, on l'avait fait avec une lame normale, mais en fait, on peut prendre un repère sur la lame. Donc, par exemple, sur ces lames qui sont, à mon avis, les mieux réparties dans les blocs, et ben, vous voyez que toute la partie ici, ça fait à peu près 25 mm. Donc, ça permet ensuite d'avoir une idée un peu de la hauteur de cône qu'on va prélever. Voilà, donc là, on fait une incision circonférentielle en dehors de la lésion. Donc là, dans le cas de cette patiente, vous voyez que la jonction, elle était peu visible, elle était assez endocervicale. Et donc ensuite, on va tracter sur le cône. Et puis en section, on descend le long perpendiculaire au canal. Il faut quand même se mettre un petit peu à distance du canal parce qu'il peut y avoir des cryptes. Et donc parfois, en fait, il faut quand même prendre une certaine épaisseur latérale. Et puis ensuite, on fait tomber la pièce et on vérifie que la taille elle est satisfaisante. Donc là, c'était le cas dans cette intervention. Ensuite, on fait un curetage endocervical. Alors, pour illustrer l'importance des marges Insano, cette publication française de 2008 sur 121 patientes qui avaient été traitées pour un adénocarcinome in situ de l'endocole, et bien vous voyez que si on a des marges Insano, le taux de lésion résiduelle sur la pièce d'hystérectomie secondaire, il était de l'ordre de 18%, alors que si on avait des marges Insano, ce qui était le cas dans à peu près 36% des situations, et bien le taux de lésion résiduelle, il est beaucoup plus élevé, hein, il est de l'ordre de 46%. Voilà, donc ça, c'est pour illustrer que c'est très, très important d'avoir des lésions Insano. Sur le plan de la récidive, là, j'ai repris une méta-analyse sur plus de 15 000 femmes qui a été publiée en 2020. Donc, c'était sur ces 15 000 femmes, il y en avait une grande majorité, puisque ce sont des lésions bien sûr plus fréquentes qui avaient été traitées pour une lésion intraépithéliale de haut grade. Donc, il y en avait 14 600. Et puis, il y avait plus de 500 patientes traitées pour un adénocarcinome in situ de l'endocole. Et donc, si on s'intéresse donc aux AIS, elles avaient quand même un taux de récidive à 5 ans qui était plus élevé que pour les lésions intraépithéliales de haut grade, avec un taux qui était de 9% pour les adénocarcinomes in situ, 6,1% pour les lésions intraépithéliales de haut grade. Et
les facteurs en analyse multivariée qui étaient associés à un risque de récidive augmenté, c'était l'âge supérieur à 45 ans. Alors ça, c'est pour toute la population. Hein. Donc l'âge supérieur à 45 ans d'une manière générale, le fait d'avoir un AIS par rapport au CIN3, donc les lésions d'AIS sont plus à risque que les lésions intraépithéliales de grade de récidivé. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on recommande la réalisation d'une hystérectomie après projet parental. Le fait d'avoir une première cytologie après le traitement évocatrice d'une lésion de haut grade, d'une manière générale, un frottis anormal après le traitement, tous ces paramètres étaient associés à un risque de récidive augmenté. Par contre, la technique, la modalité technique de la réalisation de la conisation ou le nombre de procédures par chirurgien n'avait pas d'impact sur le risque de récidive. Alors, la surveillance. La surveillance, donc ça, les modalités de surveillance, elles ont été très très bien détaillées en septembre 2019, donc dans cette synthèse publiée par l'INCa. Je vous ai remis le site là, qui permet d'aller télécharger ce PDF qui est en accès libre. Donc ça, je vous invite à aller le consulter régulièrement, puisque c'est très bien fait. Et donc, on va regarder ce tableau ensemble. Donc là, on est dans la situation d'un adénocarcinome in situ traité avec marge saine. Donc là, on est dans le cas d'un traitement conservateur. Donc, on nous rappelle ici que le traitement en référence est l'hystérectomie totale et que la surveillance n'est qu'une option qui peut être proposée aux patients dans certaines conditions, notamment en cas de désir de grossesse. Donc, une fois qu'on a obtenu, après la conisation, donc une exérèse en marge saine, eh bien, on va faire un test HPV à haut risque à 6 mois. Si le test HPV est négatif, eh bien, on fait un suivi annuel. Donc ça, c'est important parce que dans les lésions intraépithéliales de haut grade, le suivi, il est 3 ans après, normalement, en cas d'HPV négatif, 6 mois après la conisation. Donc là, on reste vigilant et on maintient un suivi annuel avec un rappel qui nous est fait là, avec les astérix, qui est qu'il n'y a pas en réalité de modalité exacte, enfin, il n'y a pas de données qui permettent de préciser la modalité de cette surveillance. Je pense qu'il faut qu'elle repasse par un test HPV, puisque c'est maintenant la recommandation, complétée au moindre doute par un frottis, éventuellement une colposcopie et des biopsies. Bien sûr, ensuite, c'est le résultat de ces examens qui guide la poursuite de la prise en charge. Si le test HPV positif, enfin HPV pardon, à 6 mois est positif, eh bien, on repasse directement à la colposcopie avec examen de la vulve et du vagin, biopsie si nécessaire et curetage de l'endocole au moindre doute. Si la colposcopie est satisfaisante et qu'il n'y a pas de lésion, eh bien, on repart dans la surveillance annuelle avec un test HPV à 1 an. Si on identifie une lésion, eh bien sûr, on va traiter cette lésion en fonction des recommandations de 2016. Si jamais la colposcopie n'est pas satisfaisante, c'est-à-dire s'il n'y a pas de lésion et si l'examen du vagin est normal, il n'y a pas de conisation systématique. Voilà, et il n'y a pas non plus de recommandation pour préciser l'attitude à avoir, mais c'est important, je pense, cette notion, parce que finalement, avoir une colposcopie non satisfaisante après une conisation, notamment une conisation cylindrique, eh bien, c'est une situation relativement fréquente, puisque c'est plus difficile d'avoir une surveillance colposcopique chez des patientes qui ont déjà une conisation, notamment une conisation haute. Donc, il faut voilà, résister à l'envie de réintervenir si on n'a pas d'argument pour l'existence d'une nouvelle lésion. Pardon, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. J'ai été sollicité pour une question. Donc, je reviens sur mon tableau. Voilà, donc il ne faut pas nécessairement réintervenir, il faut poursuivre les investigations jusqu'à avoir un argument pour éventuellement traiter une lésion qui serait identifiée. Pour les lésions histologiques, voilà, alors là ensuite, je passe sur un deuxième arbre décisionnel qui concerne les patientes qui ont fait l'objet d'une hystérectomie. Donc la patiente qui n'a pas de désir de grossesse après exérèse insano, eh bien on va lui proposer une hystérectomie. Et donc elle va rejoindre, enfin dans ce cas, on rejoint en fait l'arbre décisionnel des lésions histologiques malpighiennes intraépithéliales de haut grade traitées, donc avec l'information qui est que le suivi est similaire pour tous les traitements destruction, résection, hystérectomie. Donc nous, on est dans cette catégorie-là, hystérectomie. On va faire un test HPV à haut risque à 6 mois. Si ce test il est négatif, eh bien, on va faire le test HPV
à 3 ans. Donc là, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est comme les lésions intraépithéliales de haut grade. Si le test HPV est négatif, on poursuit tous les 3 ans. Si le test HPV est positif après 3 ans ou immédiatement après 6 mois de la résection, eh bien, on retourne à la colposcopie avec examen de la vulve et du vagin, biopsie si nécessaire, et ensuite, eh bien, de la même manière que tout à l'heure, en fait, on va, voilà, c'est la colposcopie et les résultats de la colposcopie qui vont guider la prise en charge. Si la colposcopie est satisfaisante, on refait un test à 1 an. Si on identifie une lésion, on va suivre les recommandations habituelles pour la prise en charge de ce type de lésion. Et en cas de colpo non satisfaisante, pas de lésion, si l'examen du vagin est normal, il n'y a pas de conisation diagnostique systématique et on s'adapte un petit peu à la situation et aux observations qui ont été faites. Voilà. J'insiste sur l'importance de la surveillance prolongée sans limite d'âge. Quand on a eu un adénocarcinome in situ de l'endocole, on est suivi toute sa vie. Voilà, pour terminer, quelques cas cliniques pour vous montrer un petit peu quelques images. Voilà, donc ça, ce sont des situations qu'on a suivies dans notre service cette année. Donc là, on a le cas d'une patiente de 34 ans, donc qui est G4P4. Elle a un désir de grossesse. Elle n'a pas d'antécédent particulier. Elle n'a pas été vaccinée contre le papillomavirus. Pas d'intoxication alcoolo-tabagique. Et donc, cette patiente, elle a un HPV 16+, et un frottis réflexe en décembre 2020, qui était voilà, évocateur de l'existence d'une lésion de bas grade. Elle a une colposcopie qui montre une jonction visible ZT1, une acidophilie à 1 heure qui est biopsiée, et on répond que c'est une lésion malpighienne intraépithéliale de bas grade CIN1. Donc, on a une lésion histologique qui est cohérente avec le frottis en faveur d'une lésion de bas grade, et donc on a proposé une surveillance à 1 an en suivant les recommandations. 1 an plus tard, on refait un test HPV et on voit qu'il y a toujours cet HPV 16 qui est persistant. Je rappelle que les HPV 16 sont des HPV particulièrement à risque de développement de lésions cervicales. Et là, le frottis réflexe qui est réalisé suite à ce test HPV, c'était un frottis évocateur d'une lésion de haut grade. Donc, on fait une colposcopie. Donc là, vous avez ici les images de la colposcopie. Donc ici, une colposcopie, enfin le col sans préparation, avec une zone rouge périorificielle étendue qui saigne un petit peu au contact, un aspect un peu bourgeonnant de la muqueuse endocervicale. On applique l'acide acétique et là, on voit immédiatement apparaître une acidophilie hétérogène, intense, voilà, parfois épaisse, avec quelques orifices glandulaires cernés. Voilà, donc c'était étendu sur l'ensemble des cadrans, relativement voilà, jusqu'au cul-de-sac latéraux. Donc on avait classé cette lésion TAG 2C. Et puis après application de l'ugol, on avait donc des parois vaginales qui étaient saines. Et puis il y avait une zone iodonégative circonférentielle avec quelques lésions un petit peu, iodonégative avec cet aspect jaune paille qui est particulièrement suspect de lésions intraépithéliales. Donc là, il y a 2 biopsies qui ont été réalisées, une biopsie à 7 heures ici et une biopsie à 11 heures. Et donc, on avait à 7 heures, donc un petit peu plus sur le versant, voilà, un peu plus en externe, un CIN3, donc une lésion intraépithéliale de haut grade, et ici, un adénocarcinome in situ sur la portion plus centrale du col. Donc là, chez cette patiente, puisqu'on avait un diagnostic d'AIS préalable à la conisation, on avait fait une IRM pelvienne. Ce n'est pas du tout systématique, mais c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir une imagerie quand on trouve que le col est suspect avant la réalisation de la conisation. Voilà, ce n'est pas une attitude qui est recommandée, mais ça avait été fait dans ce cas. Il n'y avait pas de lésion suspecte à l'IRM et donc on avait fait une prise en charge première par une conisation cylindrique. Deuxième cas, cette patiente de 56 ans, ménopausée, qui a été une fois enceinte, elle a fait une grossesse extra-utérine, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de contexte d'immunosuppression, pas de vaccination contre le papillomavirus, pas d'intoxication alcoolo-tabagique. Elle a été traitée à l'âge de 30 ans pour une lésion intraépithéliale de bas grade. Ensuite, elle a eu des frottis normaux. Elle a un test HPV en novembre 2021 qui montre un papillomavirus, un HPV 18. Donc, je vous avais dit que l'HPV 18 il était très fréquemment retrouvé dans ces lésions d'adénocarcinome in situ. Et le frottis qui est en faveur d'une lésion glandulaire, AGC,
Voilà, et donc on fait la colposcopie en décembre 2021. On va vous montrer les diapos et vous allez voir qu'il y a ici, donc sur le col sans préparation, une zone rouge périorificielle avec une vascularisation fine, bon, pas particulièrement spécifique. La jonction, elle était mal vue. Il y avait une acidophilie hétérogène et épaisse entre 10 heures et 2 heures. Voilà, avec des orifices cernés. Donc ça, c'est l'image qui est montrée ici, avec voilà, un petit renforcement acidophile néanmoins. Et donc, on avait fait une biopsie à 12 heures, là où il y a le petit carré rouge. Et donc, on avait mis en évidence un adénocarcinome in situ avec voilà, les limites de la biopsie qui étaient atteinte. On n'avait pas fait de biopsie d'endomètre malgré le fait qu'elle ait ici un frottis AGC et qu'elle avait plus de 45 ans puisqu'il y avait une sténose cervicale. On avait fait du coup une imagerie également pour vérifier l'intégrité notamment de l'endomètre. Et puis on a fait 2 cylindrectomies avec persistance de berge atteinte sur des lésions d'adénocarcinome in situ. Et donc finalement, on a fait, après discussion en RCP, une hystérectomie totale qui a permis de confirmer l'exérèse complète de ces lésions. Voilà, je vous remercie. J'ai fini cette présentation et je suis disponible pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Henri, pour ton cours super didactique. Il y avait une question, mais je pense que tu avais répondu par rapport aux marges Insano avec 18 mm de résidus. Quelle surveillance faites-vous chez les femmes avec désir de grossesse? Je pense que tu l'avais montré dans les arbres. Alors, la question... Oui, redis-moi la question. Devant La des... question exactement de Philomène, c'était Ah oui. devant des marges Insano avec